Du Mali au Gabon, en passant par la Guinée, le Burkina Faso et le Niger, les pays d'Afrique francophone sont secoués depuis 2020 par des coups d'État. Des coups d'État qui, pour certains, participent à fragiliser l'économie des 10 pays, alors que pas encore assez structurée. Et pour d'autres, ces coups d'État, c'est l'occasion rêvée pour l'Afrique de se renouveler et de s'émanciper. Ce soir, dans cette édition de votre Prime Time, nous évoquons avec Suzanne Kalalobé, journaliste éditorialiste, les réels impacts que pourraient avoir ces événements sur l'Afrique francophone dans son intégralité. Bonsoir, Suzanne. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous avoir une fois de plus. Même chose pour moi. Alors, je vais tout droit au but. Selon vous, quels sont les réels impacts que pourrait avoir cette succession de coups d'État sur les pays africains, de l'Afrique francophone, pour être plus précis? Ça dépend à quel niveau on se situe en examinant les coups d'État comme un fait sociologique, anthropologique et politique. Si on examine ça d'un point de vue sociologique, on peut dire que ça n'aura pas d'incidence en Afrique centrale. Parce que nous ne sommes pas dans les mêmes trajectoires, dans les mêmes constructions d'État, et les agressions dont sont victimes nos frères du Sahel ne sont pas les mêmes, même si nous aussi on a les djihadistes et le Nozo et le Nozo. Ça, c'est un point de vue. Et le deuxième aspect, c'est la qualité des États de l'Afrique du Sahel, qui sont des États faibles, qui ont été construits sur la base des coups d'État continus, avec des fractions qui ne s'entendaient jamais et qui se sont combattues tout le temps. Et maintenant, si vous voulez, il y a un discours qui environne tous ces coups d'État pour faire croire qu'ils sont plutôt l'issue des revendications néo-souverainistes d'Africains qui disent qu'ils en ont marre de la France. Or, la France n'est pas le seul prédateur sur notre continent. Ça, c'est d'un. Et ensuite, les militaires à eux seuls ne peuvent pas renverser la vapeur des prédations des multinationales. Ce qui veut dire qu'en termes de structure sociologique, il me semble que ces coups d'État n'auront pas d'impact, pas sur l'Afrique centrale, parce que d'autres pays de l'Afrique centrale ont eu leur coup d'État, comme la RCA et puis le Tchad. Mais sur des pays comme le Cameroun, ça va être un peu compliqué. Le Cameroun est bien plus vaste que les pays que l'on cite. Il est bien mieux organisé militairement et du point de vue sécuritaire. Et ensuite, si vous voulez, ça, ce que j'appellerais son cash sur le plan politique n'est pas le même que ces autres pays. Et enfin, sa structure sociologique aurait du mal à faire penser à ce qu'il puisse y avoir un coup d'État aussi au Cameroun. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu des factions qui se sont opposées les unes aux autres. On a des fractions politiques qui s'opposent les unes aux autres, mais pas des factions militaires qui s'opposent les unes aux autres. Et ensuite, malgré tout le discours tribalo-ethniciste, il n'y a pas vraiment une organisation ethnocide au Cameroun, malgré tout ce que l'on dit. Et si cette organisation ethnocide avait lieu, ça ferait longtemps que Paul Biya ne serait plus au pouvoir, malgré tous les entre-gens de tous ceux qui souhaitent la fraction ethnicide. Donc, alors là, c'est pour le cas du Cameroun, mais est-ce que, par exemple, sur le plan sécuritaire, quand je parle d'Afrique francophone, on n'aura pas, par exemple, un regain de violence et d'insécurité quand on sait quand même ce que représentait la France dans cette zone du Sahel-là? Non, il me semble que la France a épuisé ses regains ses ressources? Ses regains en Centrafrique, au Congo et au Tchad. Okay. C'est-à-dire que ces pays ont eu droit à tout ce qu'ils avaient, tout ce dont ils devaient avoir droit par rapport à la France. Et la France n'agit plus comme un pays seul. Elle agit comme une multinationale militaire qui a ses propres intérêts dans certains pays. Par conséquent, si vous voulez, je ne pense pas qu'il puisse y avoir des résurgences dans d'autres pays de l'Afrique au sud du Sahara. Moi, j'appellerais pas ça Afrique francophone, j'appellerais ça Afrique au sud du Sahara. Au sud du Sahara, il se passe un certain nombre d'enjeux qui ne sont pas propres qu'à la France, mais qui sont liés aux multinationales qui veulent avoir le contrôle des richesses naturelles de tous ces pays-là. Il me semble que par rapport à la RCA, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient en essayant d'avoir le contrôle. Mais il me semble que les acteurs actuels qui
multiplient les coups d'État n'ont pas le contrôle des ressources de ces richesses. Parce que, si vous voulez, les coups d'État en tant que tels ne constituent pas un modus operandi de transformation des sociétés. Et parce que les réalités restent les mêmes après tout. Elles restent structurellement les mêmes, les acteurs sont pratiquement les mêmes. Ils sont là en train de se... Ils jouent comme même pas au damier, mais ils jouent comme au ludo. Ça veut dire que sur le plan économique, on pourrait dire que ça va stagner. Il n'y aura pas mort, il n'y aura rien de neuf. Ça va piétiner. Le soleil. Maintenant, peut-être en comptant sur la Chine et la Russie qui deviennent un peu les nouveaux alliés de ces nations qui pensent qu'en se détachant de la France, elles vont évoluer économiquement et peut-être socialement. Mais il ne me semble pas que ni la Chine ni la Russie ne sont prêts, je dirais prêts, à affronter les multinationales mondiales. Qui sont déjà installées. Il me semble qu'elles peuvent jouer le rôle de, on veut être des protagonistes pour... Mais à mon avis, elles n'en ont pas les moyens. Sinon, ils auraient commencé bien plus tôt. On ne commence pas à avoir le contrôle d'un pays parce qu'il est en crise. On a la tradition de résistance de ce pays avant même qu'il y ait la crise. Or, aujourd'hui, on ne peut pas considérer que la Chine ou la Russie soient polarisées sur ça. Je pense qu'elles auront du mal à contrôler parce qu'elles ont d'autres objectifs. Et si les Africains comptent sur ces deux puissances, à mon avis, ils ont tort. Parce que la lutte n'est plus là-bas. Ils ont leurs projets, ils ont leurs objectifs, ils ont leurs ambitions, ils ont leurs intentions. Et tout ça, ce n'est pas nos intentions, ce n'est pas nos problèmes. Donc, si vous voulez, on ne peut pas devenir souverainiste en s'appuyant, non, pas du jour au lendemain, en s'appuyant sur d'autres puissances qui vont aussi vous asservir. Pas du jour au lendemain, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vouloir sortir d'un réseau souverainiste en disant qu'il y a la Chine et la Russie. Si vous n'arrivez pas à avoir les outils pour vous libérer de ça, c'est que vous êtes déjà mort. On parle d'Afrique, on parle d'une Afrique riche, mais qui a un problème, par exemple, de transformation, parce que ce n'est pas les richesses qui non, qu'il y a un problème d'organisation réelle, fondamentale. C'est-à-dire que notre problème à nous, les Africains, c'est qu'on est très riche en fonctions tribuniciennes, en contestation, on n'a pas de stratégie. Voulons-nous dominer le monde? C'était un peu aller vite en besogne. Aller vite en besogne parce que c'est vous les jeunes. La question c'est est-ce qu'on veut dominer le monde ou pas? Si c'est ça que nous voulons, il faut qu'on s'organise pour ça. Et on ne peut pas le faire. On s'organise pour être prêt. Quand vous commencez l'école, vous n'êtes jamais prêt pour être le premier. Mais pour devenir le premier, vous allez travailler tous les agrégats qu'il vous faut pour devenir le premier. On n'est jamais prêt, a priori, d'être premier ou dernier. On devient prêt en prenant l'enjeu de la conjoncture et des conjonctures pour pouvoir s'en sortir. On n'est jamais prêt, a priori. Quand vous naissez, vous ne savez pas si vous serez le premier ou le dernier. Mais quand vous naissez, vous êtes né. Et maintenant, au fur et à mesure du temps, vous allez évaluer la conjoncture et les conjonctures. Et en les mesurant, ce qui va vous rendre prêt, c'est de comprendre que ça là, c'est pas là où je dois aller. Je dois construire. La faiblesse des Africains aujourd'hui, c'est qu'on vit dans le rêve. On ne vit pas dans la réalité de la conjoncture multimondiale où il faut que chacun s'arme de ses propres armes. C'est ça qui nous tue. Merci à vous, Suzanne Kalalobé, pour votre rapport, mais surtout votre expertise sur cette question qui était de savoir quels sont les réels impacts que pourraient avoir ces coups d'État en Afrique francophone. Que vous appelez francophone, j'aime pas ce mot-là. C'est trop généralisé, vous trouvez? Oui, nous sommes une Afrique bantophone dans laquelle on parle français, anglais, espagnol, portugais et peut-être allemand. Mais on parle aussi toutes nos langues qui sont des langues du terroir. Merci de m'avoir invité pour bavarder encore de ça. Merci à vous, merci pour votre disponibilité.